arrêté d'esprit à Raphaël, et je doute même qu'il soit possible de pousser l'invention poétique plus loin que ce grand peintre l'a fait dans les tableaux de son bon temps. Une autre pièce de la même tenture représentait Saint Paul annonçant aux Athéniens ce Dieu auquel ils avaient dressé un autel sans le connaître. Et Raphaël a fait de l'auditoire de cet apôtre un chef-d'œuvre de poésie en se tenant dans les bornes de la vraisemblance la plus exacte. Un cynique appuyé sur son bâton et qu'on reconnaît pour tel à l'effronterie et au haillon qui faisait le caractère de la secte de Diogène, regarde Saint Paul avec impudence. Un autre philosophe qu'on juge à son air de tête, un homme ferme et même obstiné, le menton sur la poitrine, il est absorbé dans des réflexions sur les merveilles qu'il entend, et l'on croit s'apercevoir qu'il passe dans ce moment-là de l'ébranlement à la persuasion. Un autre a la tête penchée sur l'épaule droite, et il regarde l'apôtre avec une admiration pure, qui ne paraît pas encore accompagnée d'un autre sentiment. Un autre porte le second doigt de sa main droite sur son nez et fait le geste d'un homme qui vient d'être enfin éclairé sur des vérités dont il avait depuis longtemps une idée confuse. Le peintre oppose à ces philosophes des jeunes gens et des femmes qui marquent leur étonnement et leur émotion par des gestes convenables à leur âge comme à leur sexe. Le chagrin est peint sur le visage d'un homme vêtu comme le pouvaient être alors chez les Juifs les gens de loi. Le succès de la prédiction de saint Paul devait produire un pareil effet sur un juif obstiné. La crainte d'être ennuyeux ne m'empêche de parler davantage des personnages de ce tableau, mais il n'en est aucun qui ne rende compte très intelligiblement de ses sentiments au spectateur attentif. J'alléguerai encore un exemple. La matière est assez importante pour cela. Je le tirerai de la Suzanne de Coypel, tableau qui fut très vanté même au sortir de dessus le chevalier. Le chevalier Suzanne y comparait devant le peuple accusé d'adultère, et le peintre la représente dans l'instant où les deux vieillards déposent contre elle. À la physionomie de Suzanne, à l'air de son visage encore serein, malgré son affliction, on connaît bien que si elle baisse les yeux, c'est par pudeur et non par remords. La noblesse et la dignité de son visage déposent si hautement en sa faveur qu'on sent bien que son premier mouvement serait d'absoudre d'abord l'accusé qui se présenterait avec une pareille contenance. Le peintre a varié le tempérament des fameux vieillards, l'un paraît sanguin, l'autre paraît bilieux et mélancolique. Ce dernier, suivant le caractère propre à son tempérament qui est l'obstination, comme le crime avec constance, on n'aperçoit sur son visage que de la fureur et de la rage. Le sanguin paraît attendri, et l'on voit bien que malgré son emportement, il sent déjà des remords qui le font chanceler dans sa résolution. C'est le caractère des hommes de ce tempérament, assez violents pour se venger. Ils ne sont point assez durs pour voir les suites de leur vengeance sans être émus par des mouvements de compassion. Il est facile de conclure, après ce que je viens d'exposer, que la peinture se plaît à traiter des sujets où elle puisse introduire un grand nombre de personnages intéressés à l'action. Tels sont les sujets dont nous avons parlé, et tels sont encore le meurtre de César, le sacrifice d'Iphigénie, et plusieurs autres qu'il serait superflu d'indiquer. L'émotion des assistants les lie suffisamment à une action dès que cette action les agite. L'émotion de ces assistants les rend, pour ainsi dire, des acteurs dans un tableau, au lieu qu'ils ne soient que de simples spectateurs dans un poème. Par exemple, un poète qui traiterait le sacrifice de la fille de Jephthé ne pourrait faire intervenir dans son action qu'un petit nombre d'acteurs très intéressés, des acteurs qui ne prennent pas un intérêt essentiel à l'action dans laquelle on leur fait jouer un rôle, sont froids à l'excès en poésie. Le peintre, au contraire, peut faire intervenir à son action autant de spectateurs qu'il juge convenable. Dès qu'ils y paraissent touchés, on ne demande plus ce qu'ils y font. La poésie ne saurait donc se prévaloir d'un si grand nombre d'acteurs. Nous venons de dire qu'un personnage qui ne prend qu'un intérêt médiocre dans l'action devient un personnage ennuyeux. S'il y prend un grand intérêt, il faut que le poème fixe la destinée de cet acteur. Il faut qu'il nous instruise. La multitude des acteurs que le poète tragique emploie quelquefois pour cacher sa stérilité
devient d'ailleurs très embarrassante pour lui quand le dénouement s'approche et quand il faut s'en défaire. Il oblige donc ses personnages à se défaire eux-mêmes par le fer ou par le poison sur le premier motif qu'ils imaginent. L'un meurt vide de sang, l'autre plein de sénées. C'est un des vers des fréaux qu'on peut bien appliquer à ces personnages. Quoi qu'il ne soit pas fait pour eux, on ne demande point ce que devient un mort, on l'enterre. Mais cette réforme sanglante fait de la scène tragique un champ de bataille, soulève le spectateur contre tant de meurtres si peu vraisemblables. Ce n'est pas la quantité du sang répandu, c'est la manière dont il est versé qui fait le caractère de la tragédie. D'ailleurs, le tragique outré devient froid et l'on est plus porté à rire d'un poète qui croit devenir pathétique à force de verser du sang qu'à pleurer à sa pièce. Quelque esprit malin envoie lui demander la liste de ses morts. En continuant de comparer la poésie dramatique avec la peinture, nous trouverons encore que la peinture a l'avantage de pouvoir mettre sous nos yeux des incidents de l'action qu'elle traite, qui sont les plus propres à faire une grande impression sur nous. Elle peut nous faire voir Brutus et Cassius plongeant le poignard dans le cœur de César et le prêtre enfonçant le couteau dans le sein d'Iphigénie. Le poète tragique oserait aussi peu nous présenter ces objets sur la scène que la métamorphose de Cadmus en serpent et celle de Progné en hirondelle. Tous ces objets sont de ceux dont Horace a dit « Pourtant tu ne mettras pas sur la scène des actions qui demandent à se passer à l'intérieur du théâtre, et tu soustrairas à la vue bien des faits que narrera ensuite l'éloquence d'un témoin oculaire. » Quand bien même les lois de la tragédie fondées sur de bonnes raisons ne défendraient point de mettre sur le théâtre des événements tels que ceux dont nous avons parlé, le poète censé éviterait toujours de les y mettre. Comme ces événements ne peuvent presque jamais y être représentés avec vraisemblance ni avec décence, ils dégénèrent en un spectacle froid et puéril. Il n'est pas aussi facile d'en imposer à nos yeux qu'à nos oreilles. Certaines fictions réussissent donc mieux dans le récit que dans le spectacle. L'événement qui pourrait nous toucher, s'il nous était raconté avec un choix ingénieux de circonstances mises en œuvre, dans un récit où la vraisemblance serait ménagée, devient un jeu de marionnettes quand on entreprend de les exposer sur le théâtre. En effet, les métamorphoses qui se représentent sur la scène dans les opéras de France et d'Italie y font rire presque toujours, quoique l'événement soit tragique par lui-même. Voilà pourquoi le poète qui fait une tragédie est obligé d'avoir recours à un récit pour nous exposer tous les événements tels que ceux dont il s'agit ici. Or, le récit d'un acteur n'est pour ainsi dire que l'imitation d'une imitation et une seconde copie. Quoique l'action qu'on nous montre dans un récit, pour parler ainsi, soit très touchante par elle-même, elle nous émouvra moins que ne le ferait une autre action moins tragique, mais qui se passerait sous nos yeux et qui serait représentée devant nous dramatiquement. La première scène entre Rodrigue et Chimène nous émeut plus que le récit de la mort du père de Chimène qu'elle fait au roi, bien que ce récit se fasse par un personnage qui prend à l'événement un si grand intérêt. Cependant, la mort du comte est un événement plus terrible et par conséquent bien plus capable d'attacher que la conversation de Chimène et de Rodrigue, quelque intéressante qu'elle puisse être. Les sujets dont la beauté consiste principalement dans l'élévation d'esprit, que font voir des acteurs dans la noblesse de leurs sentiments, comme dans des situations qui doivent agiter violemment et sans relâche les personnes intéressées, qui doivent ainsi donner lieu à divers sentiments très vifs et à des entretiens animés, sont plus heureux pour le poète tragique. Il peut, en traitant de pareils sujets, nous tenir toujours attentifs. Il nous fait voir même tous les principaux événements de son action, sans être réduit au secours des récits. Ce discernement des sujets est extrêmement important, et l'on peut adresser aux peintres comme aux poètes les vers qu'Horace écrivit pour ces derniers. Vous qui écrivez, choisissez un sujet proportionné à vos forces. Soit que vous vouliez peindre, soit que vous vouliez composer des vers, ayez autant d'attention à choisir un sujet qui convienne au pinceau si vous voulez faire un tableau et qui convienne pour ainsi dire à la plume si vous êtes poète. Qu'à le choisir convenable aux forces de votre génie particulier et proportionné avec vos talents personnels. Nous traiterons plus au long de ce dernier choix dans la suite.
Revenons au sujet spécialement propre pour être traité ou dans un poème ou dans un tableau. Le poète qui traite un sujet inconnu, généralement parlant, peut faire facilement connaître ses personnages dès le premier acte. Il peut même, comme nous avons déjà dit, les rendre intéressants. Au contraire, le peintre à qui ses moyens manquent ne doit jamais entreprendre de traiter un sujet tiré de quelque ouvrage peu connu. Il ne doit introduire sur sa toile que des personnages dont tout le monde, du moins le monde devant lequel il doit produire son tableau, ait entendu parler. Il faut que ce monde les connaisse déjà, car le peintre ne peut faire autre chose que de les lui faire reconnaître. Nous avons parlé de l'indifférence des spectateurs pour le tableau dont ils ne connaissent pas le sujet. Le peintre doit avoir cette attention sans cesse, mais elle lui est encore plus nécessaire quand il fait des tableaux de chevalet destinés à changer souvent de place, comme de maître. Le sujet des fresques peintes sur les murailles et celui de ces grands tableaux qui demeurent toujours dans la même place, s'il n'est pas bien connu, peut le devenir. On devine même que le tableau d'autel d'une chapelle représente quelque événement de la vie du saint, sous le nom duquel elle est dédiée. Enfin, la renommée qui instruit le monde du mérite de ses ouvrages lui apprend en même temps l'histoire que le peintre y peut avoir traitée. Il est des sujets généralement connus, il en est d'autres qui ne sont bien connus que dans certains pays. Les sujets les plus connus généralement dans toute l'Europe sont tous les sujets tirés de l'écriture sainte. Voilà peut-être pourquoi Raphaël et le Poussin ont préféré ces sujets aux autres, principalement quand ils ont fait des tableaux de chevalet. De 4 tableaux de Poussin, il y en a 3 qui représentent une action tirée de la Bible. Les principaux événements de l'histoire des Grecs et celle des Romains, ainsi que les aventures fabuleuses des dieux qu'adoraient ces deux nations, sont encore des sujets généralement connus. La coutume établie maintenant chez nous les peuples polis de l'Europe veut qu'on fasse de l'étude des auteurs grecs et romains l'occupation la plus sérieuse des enfants. En étudiant ces auteurs, on se remplit la tête des fables et des histoires de leur pays et l'on oublie difficilement tout ce que l'on peut avoir appris dans l'enfance. Il n'en est pas ainsi de l'histoire moderne, tant ecclésiastique que profane. Chaque pays a ses saints, ses rois et ses grands personnages très connus, et que tout le monde y reconnaît facilement, mais qui ne sont pas reconnus de même en d'autres pays. Saint Pétrone, vêtu en évêque et portant sur la main la ville de Bologne, caractérisée par ses principaux bâtiments et par ses tours, n'est pas une figure connue en France généralement comme elle l'est en Lombardie. Saint-Martin, coupant son manteau, action dans laquelle les peintres et les sculpteurs le représentent ordinairement, n'est pas d'un autre côté une figure aussi connue en Italie qu'elle est en France. Les Français savent communément l'histoire de France depuis 2 siècles. Ils ont une idée de l'ère du visage et des habillements de ceux qui ont fait la plus grande figure dans ces temps-là. Mais une tête de Henri IV ne ferait pas deviner le sujet d'un tableau en Italie, comme elle le ferait deviner en France. Chaque peuple a même ses fables particulières et ses héros imaginaires. Les héros du Tasse et de l'Arioste ne sont pas aussi connus en France qu'en Italie. Ceux de l'Astrée sont plus connus aux Français qu'aux Italiens. Je ne sais que Don Quichotte, héros d'un genre particulier dont les prouesses soient aussi connues des étrangers que des compatriotes de l'ingénieux espagnol qui lui a donné l'être. Horace passe avec raison pour le plus judicieux des auteurs qui ont donné des enseignements aux poètes, qu'on voit ce qu'ils ne laissent pas de leurs conseillers, malgré les facilités particulières qu'ils ont pour faire connaître leurs personnages et pour mettre le lecteur au fait de leur sujet. Tu feras mieux si tu amènes en acte l'épopée d'Ilion que si tu produis le premier des thèmes inconnus et inouïs. Vous ferez encore mieux de choisir le sujet de votre pièce parmi les événements de la guerre de Troie, si souvent mis sur le théâtre, que d'imaginer à plaisir l'action de votre tragédie ou de tirer de la poussière de quelques livres ignorés des héros dont le monde n'entendit jamais parler et d'en faire vos personnages. Que n'eût pas dit Horace aux peintres si elle leur avait adressé la parole. Qu'il y ait même des sujets spécialement propres à certains genres de poésie et de peinture, des sujets propres à la tragédie. Non seulement certains sujets sont plus avantageux pour la poésie que pour la peinture que pour la poésie, mais il est encore des sujets plus propres à chaque genre de poésie et à chaque genre de peinture, aux autres genres de poésie et de peinture. Le sacrifice d'Iphigénie, par exemple, ne convient qu'à un tableau où le peintre puisse donner à ses figures une certaine grandeur.
Un pareil sujet ne veut pas être représenté avec de petites figures destinées à l'embellissement d'un paysage. Un sujet grotesque ne veut pas être traité avec des figures aussi grandes que le naturel. Des figures plus grandes que nature ne seraient point propres à représenter une toilette de Vénus. Qu'on ne me demande point les raisons physiques de ces convenances. Je n'en pourrais alléguer d'autres que l'instinct qui nous les dicte et l'exemple des grands peintres qui les ont sentis. Il en est de même de la poésie. Les événements tragiques ne sont point propres à être racontés en épigramme. L'épigramme peut tout au plus relever et mettre en son jour quelques circonstances brillantes de ces événements. Elle peut nous en faire admirer quelques traits, mais elle ne peut nous y intéresser. À peine en compte-t-on 5 ou 6 bonnes, parmi les anciennes et les modernes, qui roulent sur de pareils sujets. La comédie ne veut point traiter des actions atroces. Thalie ne saurait faire les imprécations ni imposer les peines dues aux grands crimes. L'églogue ne convient pas aux passions violentes et sanguinaires. Quelques réflexions que je vais faire sur les actions propres à la tragédie empêcheront peut-être ceux qui voudront bien y faire attention de se méprendre sur le choix des sujets qui lui conviennent. Le but de la tragédie étant d'exciter principalement en nous la terreur et la compassion, il faut que le poète tragique nous fasse voir en premier lieu des personnages aimables et estimables et qui nous les représente ensuite à un état véritablement malheureux. Commencez par faire estimer aux hommes ceux que vous voulez leur faire plaindre. Il est donc nécessaire que les personnages de la tragédie ne méritent point d'être malheureux, ou du moins d'être aussi malheureux qu'ils le sont. Si leurs malheurs ne sont pas une pure infortune, mais une punition de leur faute, ils en doivent être une punition excessive. Du moins si ces fautes sont de véritables crimes. Il ne faut pas que ces crimes aient été commis volontairement. Oedipe ne serait plus un principal personnage de tragédie s'il avait su dans le temps de son combat qu'il tirait l'épée contre son propre père. Les malheurs des scélérats sont peu propres à nous toucher. Ils sont un juste supplice dont l'imitation ne saurait exciter en nous ni terreur ni compassion véritable.